Bonjour tout le monde. Alors, la prochaine section que nous allons traiter est sur les circuits électriques. Alors, vous avez travaillé avec toutes sortes de formules par rapport à l'énergie, le travail, avec les coulants. Vous avez déterminé comment déterminer le courant quand on travaille avec le mouvement des électrons. Alors, nous allons maintenant regarder au circuit électrique, vraiment comment est-ce qu'on utilise l'électricité pour faire des choses pratiques. Et puis, on ne va pas prétendre pouvoir comprendre les circuits électriques profondément à la fin du cours, mais vous allez avoir assez d'informations à la fin de cette unité-ci pour pouvoir avoir une meilleure compréhension de comment fonctionnent les circuits électriques. Alors, le prochain grand paquet que nous allons utiliser, c'est le paquet avec le chapitre 20 sur les circuits électriques. OK? On va faire une couple de petites démonstrations quand je vais revenir avec les circuits électriques. Je vais vous donner des instruments, on va faire des circuits, on va faire des calculs. Mais pour tout de suite, on va regarder plutôt à des problèmes, à comment les circuits fonctionnent, venir à comprendre un peu le comportement de l'électricité dans différentes situations. Alors, quand on travaille avec un circuit électrique, on a toujours besoin de quelques morceaux spécifiques. Et puis, si on regarde à la première page ici, le premier morceau qu'on nous montre ici, c'est on a un beau circuit simple. On a une pile ici, on a une ampoule ici, puis on a des fils qui relient la pile à l'ampoule. Dans chaque circuit électrique, on y retrouve toujours un minimum de 3 composants. OK? De 3 composants. OK? Il doit toujours y avoir, dans un circuit électrique, une source. OK? Une source de potentiel électrique, une place. Je vais l'écrire ici. OK? On a besoin d'une... Ça, j'ai écrit URCE. SOURCE. Voilà. On doit toujours avoir une source de potentiel électrique. C'est grâce à cette différence de potentiel-là qu'on peut accomplir des tâches dans un circuit électrique. Donc, on doit toujours avoir une source qui peut donner cette différence de potentiel-là. La deuxième composante qu'on a presque toujours, qu'on a toujours besoin, on a toujours besoin d'un conducteur, quelque chose qui transmet cette différence de potentiel à l'objet qui va accomplir la tâche. Alors, on a toujours besoin d'un conducteur ou de plusieurs conducteurs, souvent dans la majorité des cas. Et la troisième composante qu'on a besoin, c'est une charge. Okay? Une charge, c'est quelque chose qui accomplit une tâche. Alors, des exemples de charge, on pourrait avoir une ampoule, ULE ou ULE, comme on a ici, une ampoule. Ça pourrait être un moteur. Ça pourrait être, je sais pas, une calculatrice. OK? Ça pourrait être toutes sortes de choses. Ça pourrait être un téléphone. OK? Ça pourrait être une manette. Et ça pourrait être un ordinateur. Ça pourrait être une maison. Mais en général, on va regarder à des composantes plus simples, surtout des ampoules, des moteurs. Et je vais en écrire un autre. Souvent, ça va être appelé des résistances. Puis on va aller plus en détail. C'est quoi une résistance dans le futur. Donc, j'ai toujours besoin d'une source, j'ai toujours besoin d'un conducteur et j'ai toujours besoin d'une charge. Okay? Une source d'énergie, une source de différence de potentiel, dans ce cas ici une pile. Toujours besoin d'un conducteur, dans ce cas ici un fil électrique et j'ai toujours besoin d'une charge, dans ce cas ici un moteur. Ça, c'est les 3 composantes. Maintenant, il y a toujours un autre composant. Il va souvent y avoir un autre composant
dans un circuit électrique, mais ce n'est pas une composante essentielle. Et puis souvent, on va dire que cette composante-là qu'on va avoir besoin, c'est un interrupteur, quelque chose qui peut arrêter ou repartir le courant électrique de façon facile. La majorité du temps, ça va être soit un bouton ou un interrupteur, quelque chose qui peut partir ou arrêter le courant. Mais il n'est pas essentiel. Si on voudrait, on pourrait juste détacher un fil pour arrêter le courant électrique ou arrêter l'appareil de fonctionner, ou retirer la batterie ou la pile, peu importe. Bonjour les élèves et le personnel du fabuleux pavillon secondaire. Alors là, nous avons des annonces qui se déroulent. Aujourd'hui, c'est la fête de Naya en 8e année et c'est Alors, la fête de Steph en 11e année. je ne sais pas si vous pouvez bien entendre ces annonces-là, mais je vais continuer en dépit des annonces parce que je veux quand même, je veux pas perdre votre temps. Maintenant, ça couvre les parties essentielles d'un circuit électrique. Ensuite, nous allons regarder au symbole d'un schéma de circuit électrique. Alors, si vous tournez la page, vous allez avoir une grosse page avec plusieurs dessins. Okay? Alors, quand on travaille, en électricité, on va faire plusieurs dessins. Puis les dessins vont nous permettre à expliquer qu'est-ce qui se passe et puis il va nous permettre à créer des choses intéressantes qui vont nous permettre à accomplir des tâches. Alors, vous allez voir dans vos photocopies plusieurs symboles ici. Alors, tous les symboles qui se retrouvent au top ici sont toutes des sources de potentiel électrique. Alors, un dessin qui représente la pile ressemble à cela. Alors, vous allez voir qu'il y a une grosse ligne, une petite ligne qui sont reliées des deux côtés. Une autre source pourrait être une génératrice à courant continu, comme celui-là. Donc, ça ici, c'est le symbole qui représente la génératrice. Il peut y avoir une génératrice à courant alternatif. Maintenant, ça ressemble presque identiquement à ça, c'est juste que la façon que ça génère l'électricité, c'est un petit peu différent, mais c'est pas grave. Ensuite, on a des piles en série et on a des piles en parallèle. Et dans les deux cas, okay, quand on assemble plus qu'une pile ensemble, ça va devenir une batterie. Okay? Donc, si j'avais deux piles ou plus ensemble, j'ai une batterie. Dans ce cas ici, ça serait considéré probablement une pile. Okay? Mais si je la démange puis je remarque qu'il y a plusieurs piles ensemble, ça serait appelé une batterie. La seule façon de le savoir, c'est si je le démangerais puis je regarde à l'intérieur de la... je ne sais pas si c'est une pile ou une batterie. Il faudrait que je regarde. Sur cette affaire-ci, ça dit que c'est une batterie. Mais ça se peut que ce soit une pile, mais je suis pas mal certain que c'est une batterie. OK? Alors, c'est ça. Pile, il y en a un, batterie, plusieurs ensemble. Maintenant, tu peux les brancher en série ou en parallèle. On va regarder ça plus en détail. Un peu une révision de la 9e année, mais on va regarder plus en détail comment ça fonctionne dans le futur. En termes de charge, des choses qui peuvent accomplir des choses ou faire des choses avec des circuits électriques, on peut avoir une résistance fixe. Ça, c'est encore une fois, toutes ces choses-là, on va regarder comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça fait dans le futur. On peut avoir une ampoule, un moteur. Alors, ça, c'est un moteur électrique. Vous pouvez voir, ça a l'air presque pareil à une génératrice, sauf on met un M pour dire que c'est un moteur. Une bobine. Okay, on va utiliser des bobines un peu plus tard. Ou un transformateur. Ça, c'est un concept vraiment, vraiment cool, vraiment intéressant que je vais vous expliquer, mais que je revienne. Alors, ça, en tout cas, ça peut s'avérer très utile. Ensuite, ici, c'est pas des charges, c'est pas des sources, c'est même pas des conducteurs. Ça ici, ça représente des instruments qu'on va utiliser en électricité pour mesurer des choses qui se passent dans le circuit. Alors, le premier instrument de mesure qu'on va utiliser, c'est un ampère-mètre. Un ampère-mètre, bien sûr, mesure les ampères. Et les ampères, bien sûr, c'est le courant. Alors, c'est un instrument qui mesure le courant électrique. On va utiliser ça. On a aussi un voltmètre. Un voltmètre, c'est un appareil qui, comme le nom le suggère, mesure les volts dans un circuit. Alors, on va utiliser un voltmètre, on va utiliser des ampères-mètres.
Un autre instrument qu'on utilise de temps à autre, c'est un galvanomètre. Puis le galvanomètre mesure soit les volts ou soit les ampères. Ça dépend de quelle sorte de galvanomètre qu'on utilise. Mais en général, un galvanomètre va être là pour mesurer des très, très petits courants ou des très petits voltages. Et puis, le galvanomètre va nous permettre de déterminer dans quelle direction ce voltage-là. Est-ce que c'est un voltage positif ou négatif? Mais le galvanomètre est très, très, très utile dans certaines situations. On a ensuite tous les fils conducteurs, ou tous les conducteurs, ou dans ce cas-ci, ils appellent ça ici des connexions. Un fil, un conducteur, vous autres, va toujours être soit une ligne horizontale ou une ligne verticale. Tous les conducteurs doivent être horizontal, vertical. Tu ne devrais jamais avoir un fil conducteur qui est à un angle. Ça, on ne devrait jamais dessiner un fil comme ça. Et puis, ça rend le circuit vraiment, vraiment beau, puis propre, puis beau à voir. Si on regarde un diagramme électrique, on va des fois voir deux fils qui se croisent comme ça. S'il y a un petit point dans le milieu des deux fils, ça nous dit que tous ces fils-là sont connectés ensemble, sont tous liés l'un vers l'autre. Si on voit deux fils qui sont croisés comme ça veut dire que ces deux fils ne sont pas liés l'un l'autre. De temps à autre, plutôt que de dessiner ça afin d'éviter la confusion entre les deux, si on a deux fils non connectés, des fois, on va le dessiner comme ça. On va arriver, puis plutôt juste croiser, on va faire un petit saut comme ça, puis on va continuer. De temps à autre, on va l'indiquer comme ça, mais juste comme ça ici, c'est aussi acceptable. Juste réaliser que quand il y a une connexion, quand on sait que tous les fils sont connectés, on doit mettre un petit point dans le milieu. Ça ici, c'est un interrupteur ouvert, puis ça ici, c'est un interrupteur fermé. Il nous permet de contrôler la circulation du courant dans le fil. On a un fusible ici. Je vais vous expliquer c'est quoi un fusible un peu dans le futur. C'est un appareil pas mal important. On s'en sert à chaque jour dans nos maisons, dans nos voitures, et ainsi de suite. Puis c'est un instrument de sécurité. Puis je vais vous expliquer ça dans les cours qui s'en viennent. Et aussi la mise à terre. La mise à terre a plusieurs fonctions qu'on va discuter dans le futur aussi. Alors, on ne va pas utiliser les fusibles et les mises à terre dans les circuits qu'on va travailler aujourd'hui, mais je vais vous expliquer c'est quoi ceux qui sont plus intéressés à avoir un peu plus de détails en électricité. Mais pour tout de suite, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. J'ai manqué celui-ci, la résistance variable. Inquiétez-vous pas, on va s'en servir, mais je vais vous expliquer quand le temps va venir qu'on va s'en servir. Donc, un circuit électrique, on sait qu'est-ce qu'on doit avoir, on sait à quoi ressemblent les dessins. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder à des circuits, puis je vais vous expliquer un petit peu mieux comment fonctionnent ces circuits-là, puis qu'est-ce qui se passe. Maintenant, je vais peut-être rapprocher la caméra ici, OK, pour qu'on puisse avoir une image un petit peu plus claire. OK, puis je vais juste ajuster la mise à point, la mise au point. OK. Alors, si on regarde un circuit comme ça, on va remarquer ici, j'ai les trois choses que j'ai besoin pour un circuit. J'ai ma pile ici, ou ma batterie, ou ma source. Dans ce cas ici, j'ai 3 ampoules, j'ai 3 charges. Et puis, j'ai un fil conducteur qui relie les deux côtés de la batterie. Donc, les électrons, en général, ils vont sortir de la pile, ils vont faire le tour du circuit, passer par les 3 ampoules et revenir à la source afin d'annuler le potentiel électrique. C'est comme si une balle tombe d'une table. Okay? Donc, la balle veut se rendre là, veut tomber là, puis elle va passer par le circuit ici. Maintenant, quand on travaille en électricité, puis c'est un petit peu le résultat d'un temps où on n'avait pas tout à fait compris l'électricité. Mais on va travailler avec deux sortes on va assumer deux choses. Dans le premier cas, on appelle ça ici le courant conventionnel. Dans le courant conventionnel, on sous-entend que le courant électrique va du côté positif de la batterie à travers des fils, okay, et arrive au côté négatif. Maintenant, moi, je vous ai dit que le courant, c'est le mouvement des électrons. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est que le courant électrique est le résultat du mouvement des électrons. Le courant électrique
où le courant conventionnel va du côté positif au côté négatif de la pile. Par contre, plus tard, quand on a mieux compris le mouvement des électrons, on a mieux compris la chimie, on a mieux compris la physique, comment les électrons fonctionnent, on a découvert que les électrons sortent vraiment du côté négatif de la pile et se rendent vers le côté positif. Alors, pendant plusieurs années, pendant près de 100 ans, quand on faisait nos circuits, on disait que l'énergie sortait du côté positif et arrivait au côté négatif. Tandis qu'on sait maintenant que les électrons, en réalité, bougent dans la direction opposée. Alors, quand vous allez faire des problèmes, des fois, on va dire on utilise le courant conventionnel et des fois, on va dire qu'on fait référence au flux d'électrons. Alors, les flux d'électrons est opposé au courant conventionnel. Maintenant, ça ne fait pas une grande différence parce que les circuits vont fonctionner exactement de la même façon. C'est juste deux différentes perspectives d'explication du courant d'un circuit électrique. Alors, à noter, courant conventionnel, le courant électrique va du positif au négatif. Et lorsqu'on parle du flux des électrons, on va du négatif au positif. OK? Alors, à garder ça en tête quand on va travailler avec les circuits. Alors, à préciser, vous allez voir dans vos lectures, okay, au début, ça dit, puis encore une fois, je vais faire une mise au point ici, parce que je veux m'assurer que vous voyez bien. Ça ne va pas prendre longtemps. Puis ils l'ont écrit en gras ici. Nous utilisons donc dans ce manuel le concept du courant d'électrons. Alors, dans la majorité des exercices que vous allez faire, on prend en compte que l'électricité va du côté négatif, des électrons vont du côté négatif jusqu'au côté positif. Okay? Dans tous les schémas que vous allez utiliser, on va travailler avec le courant d'électrons, alors du négatif vers le positif. Okay? Mais en génie, si jamais vous allez faire des circuits électriques ou si vous allez aller un peu plus loin puis travailler avec, je ne sais pas, faire des circuits ou être électricien ou des choses comme ça, il est fort probable que la majorité du temps, vous allez utiliser le courant conventionnel comme base de référence. Mais, encore une fois, les mêmes règles s'appliquent dans toutes les situations. Alors c'est ça. Alors, le premier circuit qu'on va regarder, puis ceux qui se souviennent de la 9e année, okay, vous allez trouver ça un petit peu plus facile, mais ceux qui ne se souviennent pas des concepts des circuits électriques en 9e année, ben, c'est un bon temps de bien écouter. Alors, il y a plusieurs façons qu'on peut brancher les choses dans un circuit électrique. Puis le but, c'est toujours que les électrons reviennent à la pile. Puis dans leur trajet, pour revenir à la pile, ils peuvent passer par des différents objets ou des différentes charges pour accomplir des tâches. Si on regarde le premier circuit, on parle ici d'un circuit en série. Dans un circuit en série, vous allez voir que les électrons passent à travers des charges, un après l'autre. Okay? Donc, ça, c'est peut-être un mot très important. Alors, circuit en série. OK? Puis, ce que je vais mettre comme définition clé pour un circuit en série, puis là, je l'ai écrit un petit peu trop loin. En fait, ce que je vais écrire, c'est que les électrons passent d'une charge à l'autre. D'une charge à l'autre. OK? Donc, d'une à l'autre. Donc, les électrons doivent passer par toutes les charges. Alors, tous les électrons passent dans chaque charge. OK? Alors, gardez ça en tête. Alors, tous les électrons passent à travers toutes les charges, dans ce cas-là, dans un circuit en série, un après l'autre. Si on tourne la feuille, vous allez voir qu'on a un circuit. Puis dans ce cas ici, la configuration est appelée un circuit en parallèle. Et c'est les seuls deux circuits qu'on peut avoir en électricité, parallèle et en série. Maintenant, des fois, on va mélanger les deux ensemble. Des fois, on va mettre des circuits en série à l'intérieur d'un circuit en parallèle.
Des fois, on va mettre un circuit en parallèle à l'intérieur d'un circuit en série, ou il va y avoir toutes sortes de permutations possibles. Mais si on va à la base, tous les circuits sont soit en série ou soit en parallèle. Alors, circuit en parallèle. Comment ça fonctionne? Bien, si on regarde au circuit en parallèle, vous allez remarquer ici qu'on représente le mouvement des électrons avec des flèches. Ce que vous allez remarquer, c'est, imagine que j'ai un paquet de 3 électrons ici, ou 3 paquets d'électrons, on va dire. Les électrons, leur but, c'est de se rendre à l'autre bout de la pile ici. Okay? Alors, ils vont toujours prendre le chemin le plus facile pour se rendre de la pile, d'un côté de la pile à l'autre. Alors, il ne peut pas juste sauter dans l'air. Le plus facile, ça va passer à travers des fils conducteurs. Alors, tous les électrons doivent passer par ici. Maintenant, ils vont arriver à la première place ici, la petite connexion ici. Cette connexion-là, on va appeler ça un nœud. C'est un endroit où l'électricité a plus d'une option à circuler. Okay? Alors, un nœud, c'est quand l'électricité peut aller par là ou peut aller dans une autre direction. Alors, dans ce cas ici, qu'est-ce qui va arriver? C'est que un des 3 paquets d'électrons va décider de passer par l'ampoule ici pour faire son trajet vers la pile. Les 2 autres paquets, eux autres, puisque le chemin est déjà occupé par un paquet d'électrons, on va dire on va juste continuer, puis on va passer par le prochain nœud. Alors, les 2 autres électrons ou 2 autres paquets d'électrons qui restent continuent et ils arrivent à ce point ici. Et encore une fois, un des 2 paquets va passer par cette ampoule ici, puis l'autre paquet d'électrons va passer par la 3e ampoule. Alors, les électrons du bout ici vont passer, ils vont arriver. Une fois qu'ils arrivent au nœud, bien, ils vont rejoindre leurs amis qui ont passé par cette ampoule ici. Alors là, j'ai 2 paquets, puis là, ils vont arriver ici. Puis le premier paquet qui avait sorti va rejoindre eux autres, puis ils vont tous revenir vers la pile. Alors, quand on a des circuits en série, il y a plusieurs options pour la circulation des électrons. Okay? Alors, on va appeler ça des options pour les électrons. Quand on regarde aussi à la configuration physique, on va remarquer que les composants sont un à côté de l'autre, puis pas un après l'autre. Okay? Alors ici, on parle des électrons passent d'une charge à l'autre. Alors les électrons passent par le chemin le plus facile. Ou on va dire passent par tous les chemins possibles. C'est simplifié, mais ça donne un peu une idée. Alors, quand tu as des options, ça veut dire qu'on est en parallèle. Puis quand on n'a pas d'option, c'est en série. Alors, une des personnes qui a fait beaucoup d'études par rapport au circuit électrique, c'est Kirchhoff. Okay? Puis Kirchhoff a étudié les circuits électriques. Puis je vais juste faire ça de même. Regarde ce que je vais faire. Je vais faire ça. Je vais mettre ça à l'envers, puis je vais mettre mon paquet de feuilles ici. Alors, Kirchhoff a étudié les circuits électriques, puis dans ses études, il a fait des découvertes où il a pu expliquer de façon relativement précise qu'est-ce qui se passe par rapport aux électrons, au mouvement de la charge dans un circuit électrique. OK? Je vais juste m'enligner mon papier. Alors, Kirchhoff, vous pouvez lire ici, ça dit quand les électrons passent par plusieurs charges, qu'est-ce qui détermine la quantité d'énergie potentielle électrique qui céderont à chaque charge, et ainsi de suite. Alors, on veut savoir qu'est-ce qui se passe aux électrons, comment les volts sont affectés, quoi que ce soit. Alors, on arrive avec la première loi, la loi des mailles. Puis on va la lire ensemble. Okay, la loi des mailles. Alors, dans une maille, la somme des augmentations de potentiel électrique est égale à la somme des diminutions de potentiel électrique. Okay? On va voir plus en détail, ça veut dire quoi ça. La prochaine loi que Kirchhoff a suggérée, c'est la loi des nœuds. La somme des courants qui entrent dans un nœud est égale à la somme des courants qui en sortent.
On se souvient, un nœud, c'est un endroit où on a une connexion entre différents parties d'un circuit électrique. Maintenant, ceux qui regardent au titre la loi des mailles vont peut-être penser une maille. C'est quoi une maille? Bien, si on se souvient, une chaîne, une chaîne, c'est faite de plusieurs mailles. Ça, c'est une chaîne. Mais dans une chaîne, toutes les mailles sont un après l'autre. Donc, une chaîne, c'est en série. Alors, quand on parle des mailles, on parle d'un circuit en série, comme une chaîne, un après l'autre. Quand on parle de la loi des nœuds, un nœud, c'est fait pour accrocher plusieurs cordes ensemble. Là, quand on parle des nœuds, on parle d'un circuit en une série ou en parallèle. Donc, ça, c'est pour en série et ça, c'est pour des circuits en parallèle. On va voir ce que ça veut dire, ça. Alors, regardons le premier exemple ici, puis je vais vous approcher la caméra encore. Je vais faire la mise à point encore. Et voilà. Donc, si on regarde ici, ça dit, on a quelle sorte de circuit, premièrement? Si on regarde, on voit les électrons doivent passer à travers de toutes les charges. Alors, dans ce cas ici, on a un circuit en série. Dans le circuit en série, on va commencer à regarder qu'est-ce qui se passe par rapport au volt dans chacune des parties. Alors, dans chacune des composantes, alors dans la composante ici, la pile ou la source, il va y avoir une différence de potentiel. Dans ce cas ici, c'est 240 volts. Ça pourrait être n'importe combien de volts qu'on veut. À la pile, on va toujours appeler ça, on va donner le petit nom 0. Ou des fois, on va l'appeler total. 0 ou total, un ou l'autre. Ça, c'est la somme de tout. Ou des fois, ce n'est pas la somme, mais en tout cas, c'est le résultat final. Ensuite, chaque composante, on va leur donner un sous-nom. Alors, dans ce cas ici, cette résistance ici, on va l'appeler résistance 1. Dans ce cas ici, cette résistance-là, on va l'appeler résistance 2. Et dans ce cas ici, cette résistance ici, on va l'appeler résistance 3. Alors, on leur donne des noms pour rendre notre vie plus facile. Si on utilise la loi des mailles est la formule que tu vois ici. Alors, dans la loi des mailles, ça dit la somme des augmentations de différence de potentiel électrique est égale à la somme des diminutions. Alors, la somme totale ici va être la même chose que la somme de chacun des voltages ici. Alors, ceux qui se souviennent de la 9e année, vous allez vous souvenir de ça. Donc, ça veut dire que les voltages à la pile devraient égaler la somme de tous les voltages des résistances dans un circuit en parallèle. Alors, si on regarde ici, j'ai un total de 240 volts. Donc, V0, ça devrait être 240 volts. J'ai 80 volts pour V1. J'ai V2, que j'ai aucune idée c'est quoi, mais je connais V3 qui est 60 volts. Maintenant, les autres, ils résoudent pour V2 au début. Moi, c'est pas la façon que moi j'aime procéder. Moi, la façon que j'aime procéder, c'est comme suit. Je vais écrire la formule. V0 égale V1 plus V2 plus V3. Et puis là, moi, ce que je fais, c'est que je mets les informations que je connais. Alors, je sais que j'ai V0 qui est 240 volts. J'ai V1 qui est 80 volts. Plus V2, que je n'ai aucune idée c'est quoi. Plus j'ai V3 qui est 60 volts. Et puis moi, j'aime juste isoler V2. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si j'ai plus? Si j'ai une autre résistance là, bien, on va juste leur donner le nom résistance 4, résistance 5. Alors, ici, ça peut continuer. Ça peut être 4, 5, 6, 7, 8. Mais toute l'addition de tous les volts va toujours donner V0 qui est les volts à la pile. Alors, dans ce cas-là, si on isole, on va faire 240 volts. On va prendre le 80 puis le 60 puis les mettre sur l'autre côté. Moins 80 volts, moins 60 volts, qui va égaler V2. Et bien sûr, si on résout tout ça, on va remarquer qu'on a 100 volts qui égale V2. Donc, V2 doit être 100 volts pour que le total des résistances donne 240 volts. Donc, pas un calcul difficile, mais il faut réaliser qu'on a un circuit en série. Alors, un circuit en série, on doit utiliser la loi des mailles qui est cette formule suivante. Alors,
Je tourne la page. Et oh boy, on regarde à ce circuit ici. Dans le circuit ici, on parle de la loi des nœuds. Alors, la loi des nœuds est là pour voir qu'est-ce qui se passe au courant électrique. Alors, les nœuds, on parle du courant dans un circuit en parallèle. OK? Alors, jusqu'à date, on a fait la loi des mailles. OK? Puis, je vais l'écrire ici. OK? Série. OK? Ça, c'est une formule pour en série. En série, le volt 0 va égaler les volts de la première plus volt 2 plus volt 3. Maintenant, on n'a pas parlé des volts en parallèle encore. On n'est pas rendu là. On connaît juste la loi pour les volts dans un circuit en série. Ensuite, on a une deuxième qu'on va voir ici. Puis ça ici, c'est pour quand on travaille avec un circuit en parallèle. OK? Quand on travaille avec un circuit en parallèle, puis je vais l'écrire juste ici. Le courant, puis on va regarder ici. OK? Le courant 0, c'est-à-dire le courant à la pile, ici, va égaler le courant 1, 2, 3 dans le circuit. Alors, dans ce cas ici, on va regarder. La résistance ici, c'est 3 résistances en parallèle. Alors, tous les électrons viennent ici, puis là, ils se séparent en 3, passent à travers des 3 résistances, reviennent se rejoindre ensemble et vont à la pile. Alors, dans ce cas ici, OK, cette résistance-là, on va l'appeler résistance 1. Cette résistance-là, on va l'appeler résistance 2. Et cette résistance, ici, on l'a écrit en haut, mais c'est cette résistance-là, ça va être résistance 3. Alors, encore une fois, vous allez voir, on a des nœuds. On a plusieurs endroits que les électrons peuvent passer. Alors, on a des circuits en parallèle. Alors, qu'est-ce qui arrive ici? Disons que j'ai 20 électrons qui viennent ici, ou on va dire 30 électrons. Bien là, les électrons vont se séparer pour passer à travers les trois résistances. Peut-être 10 vont passer par là, peut-être 10 vont passer par là, puis peut-être 10 vont passer par là. Mais une fois qu'ils se rencontrent ensemble, ça va être encore 30 électrons, qui est tout à fait normal, parce qu'on se souvient que le courant, c'est un compte de Coulomb. Puis un Coulomb, c'est vraiment presque un compte d'électrons. Alors, si je compte le courant, on compte vraiment les électrons. Alors, on peut voir où vont les électrons ou le courant, et puis comment est-ce qu'ils se divisent et comment ils se rassemblent. Donc, si j'ai 12,5 ampères qui quittent la pile, bien, je dois avoir 12,5 ampères qui rentrent dans la pile de l'autre côté. Sauf qu'est-ce qui va arriver, c'est quand ils vont arriver à cette maille ici, ces 12,5 ampères vont se diviser. Maintenant, des fois, ils vont se diviser également, si c'est 3 résistances pareilles, mais des fois, tu vas avoir des résistances différentes. Alors, des fois, ils vont se séparer de façon qui ne sont pas égales. Alors, dans ce cas ici, j'ai 2,5 ampères qui va par cette résistance-là. J'ai 4 ampères qui va par cette résistance-là. Et le reste du courant va passer par cette résistance-là. Ils vont se rassembler ensemble, qui va me donner un autre 12,5, qui est le courant à la pile. Alors, on peut voir ici, le courant de la résistance 1, 2 et 3 doit égaler le courant de la pile. Alors, si on écrit la formule ici, I0 égale le courant 1 plus le courant 2 plus le courant à la résistance 3. Et dans les deux cas, ça peut continuer. Je peux avoir plus que 3. Je peux en avoir 4, 5, 6, 7, 8, 9 millions si je voudrais. Alors, dans ce cas ici, si on regarde, on veut trouver c'est quoi le courant à la résistance 3, direct ici. OK? Puis je vais le faire sur la feuille ici. Alors, dans ce cas ici, OK, je vais écrire ma formule I0 égale I1 plus I2 plus I3. OK? Je vais mettre les informations que je connais. Je connais le courant à la pile, qui est 12,5 ampères. Je connais la résistance 1, qui est 2,5 ampères. Je connais le courant à la résistance 2, qui est 4 ampères. Par contre, je ne connais pas le courant à la résistance 3, parce que c'est un petit point d'interrogation. OK? Alors là, qu'est-ce que je fais? Bien, je résous, je isole la variable I3. Donc, j'ai 12,5 ampères. Je vais prendre 2,5 puis 4 puis le mettre sur l'autre côté. Alors, moins 2,5 ampères, moins 4,0 ampères devrait égaler I3. Et bien sûr, si on fait les calculs, on remarquerait 6 ampères égale
I3. OK? Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez utiliser la loi des mailles, OK? Et la loi des nœuds, ces deux lois, et puis vous allez répondre aux questions ici, à la page 139, 539, OK? Maintenant, il y a question 1, question 2, question 3, OK? Puis il y en a un autre sur l'autre côté de la feuille, là-bas, question 4, OK? Avant que vous faites ça, je veux qu'on regarde ici la question 3 ici, rapidement. OK? Alors, on a donné ici, on a donné cette résistance-là a le nom V1, puis il va y avoir I1. Alors, ça ici, c'est la résistance 1. Alors, on donne les votes à les deux. Ici, vous allez remarquer, par contre, ça, c'est un circuit en série, un après l'autre. Ça, vous allez être capable, pas de problème. Ici, on a un circuit en parallèle. Vous allez être capable de trouver toutes ces valeurs-là. Ça ne devrait pas être un problème. Par contre, si on regarde celui-ci, j'ai une résistance en série, OK? Mais là, j'ai une résistance en parallèle par après. Ensuite, ça revient en série. Alors, faites attention. Tous les électrons passent par là. Ça se divise en deux. Les électrons reviennent et passent tous par les électrons ici. Alors, je vais vous laisser vous essayer de faire cette formule, celui-là. Si vous n'êtes pas capable, essayez. Si vous n'êtes pas capable, on va le regarder quand je revienne. Mais je vais vous essayer fort. Vous allez regarder peut-être dans le manuel pour voir les réponses. Essayez de trouver comment faire ça. Vous avez tout ce que vous avez besoin avec vos deux formules pour répondre à cette question-là. OK? Et il faut que vous pensiez aux électrons, pensez qu'est-ce qui se passe. Même chose pour cette question ici. On a des circuits en série, en parallèle, puis tout ça. Alors, pensez-y. C'est pas facile, mais vous devriez être capable. Ce que je vais faire, par contre, c'est que je veux passer à travers d'un autre. Est-ce que je veux faire ça? Oui, on va parler de la loi de Ohm. Après ça, je vais vous laisser travailler. Alors, une troisième chose que on n'a pas parlé encore, OK? Puis je vais vous donner vos exercices par après. C'est les résistances dans un circuit électrique. Okay? La majorité des composantes qu'on va mettre dans un circuit électrique, que ce soit un moteur, une ampoule, que ce soit une diode électrique, que ce soit un ordinateur, peu importe, ils ont toutes la même caractéristique dans le sens qu'ils sont tous considérés des résistances. Ils opposent le mouvement d'électricité. Puis cette opposition vient au fait qu'ils vont faire du travail, ils vont faire quelque chose, ils vont faire une job. Alors, dans un circuit électrique, plutôt que de dessiner une ampoule ou dessiner un moteur, souvent on va juste mettre une résistance. Les calculs vont être pareils, puis c'est plus facile de faire un zigzag que de juste dessiner des moteurs, des affaires de même. Maintenant, ça c'est juste quand on veut voir qu'est-ce qui se passe dans ce circuit électrique. Si j'ai une pile, je peux mesurer les résistances dans un circuit électrique sur un ampèremètre et un voltmètre. On va faire ça ici un peu plus tard, plus tard. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que plus qu'on augmente la différence de potentiel, ou les volts dans un circuit, plus le courant va augmenter. Alors, il y a une relation entre le courant et les volts. Il y a un rapport entre les deux. Puis ce rapport-là est ce qu'on appelle la loi de Ohm. Okay? On se souvient quand on fait un graphique en physique, si on détermine la pente d'un graphique, dans ce cas ici, la pente de ce graphique-là, okay, ça va être les volts divisés par le courant. Ça nous donne, ben, si c'était vitesse sur temps, ce serait déplacement sur temps, ce serait une vitesse. Cette pente-ci est une relation entre le courant et la différence de potentiel, ou les volts, et le courant. Cette pente est une caractéristique qui a été découverte par Georg Simon Ohm, et c'est un Allemand officiellement, et puis on lui a attribué cette découverte-là, cette constante, d'avoir fait ça par le terme qu'on appelle aujourd'hui la résistance. Et la résistance a été créée par
ont été décrites par Gregor-Simon Ohm. Et George Simon Ohm. Okay? Alors, cette constante ou cette pente, on va la nommer R. Okay? Et voici la loi de Ohm. Okay? Elle est écrite comme ça dans votre manuel. Moi, je préfère l'écrire comme ça. V égale à IR. Alors, les volts égale au courant multiplié par la résistance. Ou les volts divisés par le courant donnent la résistance. Maintenant, l'unité de mesure de la résistance, c'est les ohms. Okay? Donc, la résistance, l'unité de mesure, c'est calculé en ohms. Okay? Puis, la lettre qu'on va utiliser, c'est un R majuscule. Okay? Donc, V est égal à IR et la prochaine formule que vous allez avoir besoin de comprendre. Et cette formule-là est la plus importante en électricité. C'est celle qui va vous permettre de travailler avec vos circuits plus en détail dans le futur. Okay? Avec cette formule-là, on peut déterminer toutes sortes de choses. Si on regarde aux différents exemples, 1, 2, 3, ça nous dit ici, détermine la résistance d'une ampoule électrique traversée par un courant de 0,8 ampères auquel est appliquée une différence de potentiel de 120 volts. Et avec ça, on peut déterminer la résistance de l'ampoule. Okay? On peut déterminer, on peut isoler soit la résistance, on peut isoler les volts ou les ampères. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est mettre les choses dans la formule et résoudre pour la variable qui manque. Avec cette formule-là, VIR, vous devriez être capable de répondre aux exercices 1 à 6 à la page 142. OK? Alors, votre travail pour le reste du cours, jusqu'à ce que je revienne, est la suivante, et le travail suivant. OK? J'aimerais que vous faites les exercices suivants. OK? J'aimerais que vous faites les exercices à la page 539, numéro 1 à 4. Alors, ça, c'est les circuits. Alors, utilisez la loi des mailles et la loi des nœuds. J'aimerais que vous faites les exercices à la page 542, les numéros 1 à 6. OK? Et en termes de lecture, OK, j'aimerais que vous lisiez les pages qu'on a couvertes aujourd'hui, juste pour remplir des petits trous peut-être que j'ai manqués. Alors, les pages 533 à page 542. Il y a beaucoup de diagrammes puis d'images là-dedans. Alors, ça a l'air comme beaucoup de pages, mais ce n'est pas tant de pages que ça. Alors, si vous accomplissez tout ça, on va répondre aux questions, mais que je revienne. Et puis, je vous souhaite bonne chance. Aidez-vous les uns les autres. Vérifiez vos réponses dans le manuel. Si vous avez des questions, vous pouvez trouver des réponses à l'école, à l'Internet ou même envoyez-moi un courriel. Encore une fois, je vais être limité sur des questions que je vais être capable de répondre, mais vous devriez être capable. Bonne chance et travaillez fort. Je m'attends que vous soyez où ce qu'on est à mon retour. Bonne chance et au prochain cours.